Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Qui aurait parié sur cette révolution il y a encore 6 mois? Qui aurait imaginé que les grandes figures de notre classe politique seraient dégagées par un novice de 39 ans, jamais élu jusque-là? Vous avez choisi l'audace. C'est une ambiance de type révolutionnaire au fond, hein, où dès qu'on nous annonce que quelqu'un va gagner, bah tiens, bah non, il va pas gagner. Voilà. Et donc malheur aux favoris. Qui aurait cru que ce nouveau concept, le dégagisme, deviendrait la clé de cette présidentielle hors norme? C'est l'énergie du peuple de France. C'est le jeu de foire, quoi. Je veux dire, chacun, toutes les figures qui incarnent les politiques passées, et ça a pris parfois des formes paradoxales, mais partout l'énergie populaire s'est faufilée pour dire dégage, dégage, dégage. Chaque fois, ils y passent tous. Avec cette élection, c'est l'ancien monde politique qui s'en va, chassé par un mélange de colère et d'espoir. L'icône d'une nouvelle génération profite de ce coup de balai pour prendre le pouvoir. C'est ce changement d'époque que nous vous racontons ce soir. Il est là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ce 30 août 2016, il prend tout le monde de court. Un jeune ministre de l'économie rêve de faire tomber l'ancien monde. Il vogue vers l'Élysée pour présenter sa démission à celui à qui il doit tout, en tout cas à ce moment-là. J'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Il produit des solutions imparfaites et fait trop souvent abstraction de la simple réalité. Pour moi, c'est clair, c'est la trahison de Macron vis-à-vis du président de la République, François Hollande. Il l'appelle un peu Brutus, globalement, dans les couloirs de l'Assemblée. Ils se disent, celui-là, il a tout eu, on lui a tout donné, et à peine, il prend les choses qu'il est déjà en train de trahir pour partir comme ça, on ne sait pas trop où. François Hollande a considéré qu'il entrait dans le chemin d'une candidature. Il a été un peu scotché de l'audace, finalement, de ce jeune homme. Il a osé. Il a osé. La gauche et la droite, telles qu'elles se sont construites, telles qu'elles structurent aujourd'hui la vie politique française, sont caduques. Ce que Emmanuel Macron tente de faire, personne ne l'a jamais tenté avant lui. Et donc je me dis que ça peut finir très haut ou très bas. Et que probablement il n'y a rien entre les deux. Monsieur Macron, vous avez remis votre démission? En septembre 2016, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat. De toute façon, en cette fin d'été, tout le monde se dit que l'élection se jouera à droite. Celui qui remporte la primaire sera le prochain président. À quoi pense-t-on à ce moment-là? Sarkozy. Sarkozy qui revient. Sarkozy qui va l'emporter. Parce qu'il tient le parti, etc. Donc on est dans cet état d'esprit, même Hollande, hein, il m'a déjà dit, finalement, Sarkozy, il va finir par l'emporter. À l'époque, le duel Juppé-Sarkozy est à son paroxysme. Quelque part, c'était 20 ans de la droite française qui se soldait dans ce duel de titans. La presse en avait envie, nous on en avait envie, tout le monde en avait envie d'une certaine manière. Fin août à Château-Renard, c'est la fin d'un faux suspense. Nicolas Sarkozy est officiellement candidat à la primaire de la droite. Je suis candidat à l'élection présidentielle et nous allons gagner. Ces réunions publiques étaient pleines, donc j'ai jamais douté qu'il avait autour de lui un noyau dur de supporters extrêmement soudés. Et j'ai toujours considéré en revanche que c'est pas ça qui ferait le nombre à la fin. On va rassembler l'immense armée de tous ceux qui n'en peuvent plus, d'entendre ce qu'ils entendent et de voir ce qu'ils voient. Je sens monter un ras-le-bol généralisé d'une France silencieuse, pourtant majoritaire. Nicolas Sarkozy est peut-être le dernier des responsables de la droite à avoir compris qu'il fallait parler à l'électorat populaire de la droite. Systématiquement, il disait « Attends, ça, il nous faut une mesure classe populaire. Il faut parler au peuple. » Vos ancêtres
ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Le petit prend pas de tranches de jambon et pendant une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. Son entrée en campagne doit provoquer une guerre éclair, un effet blast. L'élément de langage des sarkozystes pour contrer celui qui domine dans les sondages depuis plus de 2 ans. Tu sais, ça fait 4-5 ans qu'on réussit. Non, mesdames, vous faites des photos comme ça? Oui. Bon. C'est peut-être notre futur président, alors. Vous allez faire une photo avec moi, alors? Venez avec moi, alors? Voilà, allez, Maëlle. J'ai une jolie photo. Pour la présidence? Oui. Mais que je vais la gagner. Vous voyez? Oui, bien sûr. Grâce à vous, monsieur. Je pense qu'il y a un excès de confiance. Il y a un excès de confiance dans ses équipes, il y a un excès de confiance peut-être chez lui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une évidence. Mais quand on aime Chirac, on aime Juppé, non? Ouais, mais bon, je suis plutôt de gauche, mais je vous aime beaucoup parce que vous êtes quelqu'un qui est pratiquement de gauche, donc j'hésiterai pas à voter. Et s'il y a quelqu'un de droite ici, là? Ouais, non, mais j'hésiterai pas. Allez, ça me dérange moi pas. j'aime tout le monde, gauche et droite. Mais bien sûr, c'est ça la force. Il y a eu un moment où les Français se sont dit oui, bah oui, c'est lui, c'est son tour, c'est lui le président, il a une tête de président, il a tout ce qu'il faut, ce sera très bien pendant 5 ans, il va nous remettre ça d'équerre, et puis après on passera à autre chose, il passera le témoin, etc. Mais ce moment-là, il est arrivé trop tôt. Dans ce match des titans, l'excès de confiance est partagé. Il peut aussi guetter Nicolas Sarkozy, certain que rien ni personne ne l'empêchera de revenir. Les images sont belles, elles sont parfois trompeuses. Avec Nicolas Sarkozy, l'ancien et le futur. Nicolas Sarkozy. Dans une situation comme celle-ci, il n'y a que lui. Absolument. C'est vraiment ridicule de penser à quelqu'un d'autre qui soit plus calme. J'ai regardé les débats. Lui, il est énergique, il sait ce qu'il veut, il connaît tout. Et puis, il a du charisme. Je me demande si c'est des images politiques ou si c'est pas des images d'une star française classique. Son dernier livre est un best-seller. Au final, c'est vous qui l'emporterez, croyez-moi. Écoutez, j'ai tendance à vous croire. Vous avez bien raison. Aux 4 coins de la France, ses fans en sont persuadés. Leur Sarkozy est de retour. Quand on vend 150 000 livres, qui est-ce qui les achète? C'est les gens qui vous aiment déjà. Hein, donc je ne pense pas que ça contribue à convaincre qui que ce soit qui ne vous aimait pas déjà avant. J'ai toujours pensé que si les succès de librairie faisaient l'élection, c'est Marc Lévy qui aurait été élu. À Tourcoing, fin septembre 2016, une scène raconte le paradoxe Sarkozy. Adulé par les uns, contesté par les autres. Nicolas Sarkozy est mis en examen dans plusieurs dossiers. À l'époque, c'est lui, le candidat des affaires. Ces militants CGT seront évacués quelques minutes plus tard. Nicolas Sarkozy ne les croisera jamais. Aveuglé par le soutien de ses fans, il ne sait pas encore qu'il appartient déjà à l'ancien monde. Les électeurs de la droite ont continué à chercher une alternative à Sarkozy, dont ils ne voulaient pas dans leur majorité. Et si Alain Juppé avait tué le match, l'alternative, il l'avait. Mais au lieu de tuer le match, Alain Juppé relance ses concurrents en faisant du Juppé. Sérieux, technique, trop technique. C'est une réforme qui n'est pas, comment dire, sexy, c'est vrai, 65 ans, mais elle est nécessaire. Tous les pays autour de nous sont à 65 ans, voire à 67 ans. J'ai vu que, du coup, les gens qui étaient convaincus en arrivant ne se sont pas sortis galvanisés. Ils ne se sont pas dit extraordinaire, on va faire campagne, on va convaincre nos amis. J'ai vu comme l'ombre d'un doute. Et pendant ce temps-là, personne ne parle de François Fillon. Non, personne, non, ni nous, ni vous. Personne ne parle de Fillon. C'est vrai. Qui imagine François Fillon vainqueur de cette primaire? À l'époque, pas grand monde.
à part lui. La seule place qui me convienne, c'est la première. C'est celle que nous atteindrons le 27 novembre. Parce que les sondages, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose. Il y a une dynamique électorale qui est en train de se mettre en place. Et ma conviction, c'est que je serai au second tour. Et c'est sa force. Il est persuadé d'incarner le nouveau monde, malgré ses 5 ans passés à Matignon. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mais qu'est-ce que vous faites là? Franchement, vous venez soutenir un candidat dont les médias ont expliqué qu'il n'avait aucune chance. Ils ont décidé déjà depuis longtemps qui seraient les finalistes de la primaire. Quand vous pesez 8 ou 9% des voix, personne ne vous écoute, personne ne vous entend, personne ne mise sur vous. Donc, quoi que vous racontiez, ça n'intéresse personne. C'est ça la vérité. Donc, personne ne vous attaque. Personne n'attaque Fillon, mais lui ne se prive pas. À l'époque, il joue les monsieur propres. D'ailleurs, qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Il y a une deuxième condition pour restaurer l'autorité de l'État, c'est que les dirigeants de notre pays doivent être irréprochables. C'est une condition fondamentale. C'est une condition qu'on ne devrait même pas avoir besoin d'énoncer. Dans le tour de France que j'ai fait pendant 3 ans, j'ai souvent entendu cette phrase qui va peut-être parler à certains d'entre vous. Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous ne payez jamais. Eh bien, comment rétablir l'autorité de l'État si on donne le sentiment qu'il y a 2 poids et 2 mesures s'agissant du respect de la loi? Mais à ce moment-là, personne ne se dit t'es gentil, mais t'es pas aussi exemplaire que ça. Non, parce que personne ne s'intéressait vraiment à la question, je crois. On n'en parlait pas, à droite, dans les couloirs, entre conseillers. Non. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est sans doute un séisme politique qui se profile aux États-Unis, un Brexit puissance 3 comme l'espérait Donald Trump. Le milliardaire est devenu cette nuit le 45e président des États-Unis. Décidément, ce 9 novembre est une bonne journée. Réveillé ce matin par une bonne nouvelle provenant des USA qui me permet de saluer la détermination du peuple américain face à tous les donneurs de leçons qui nous expliquent matin, midi et soir quoi penser et surtout pour qui voter. Je conclus cette belle journée, heureux d'accueillir notre président. Le boss est de retour avec Nicolas Sarkozy. La France est de retour. À 12 jours du premier tour de la primaire, ses partisans en sont persuadés. Le Trump français s'appelle Nicolas Sarkozy. Trump a été élu aux États-Unis, c'est parce que c'est les petites gens qui l'ont élu. Ils en avaient marre. Les médias et l'intelligentsia parisienne sont très loin d'avoir pris conscience du mécontentement de la population. Tous ces intellectuels bien pensants, tout ce monde des bobos, on n'en veut plus. Avez-vous bien compris? On y va, on y croit, on achète le t-shirt. Non, le t-shirt. Le t-shirt qui fait gagner. I love PSU. Je dis non au clivage. Je dis non à la démagogie qui dresse les Français les uns contre les autres et par exemple les élites contre le peuple. Cela ne mène à rien. Mon rêve, c'est de réconcilier ces deux France par l'écoute, par le dialogue, dans la dignité, en disant la vérité, qui est le contraire du populisme. De toute façon, transformer Alain Juppé en Donald Trump, ça aurait été compliqué. La surprise Trump sème le doute chez celui qui fait la course en tête depuis 2 ans et demi. Et si les sondages se trompaient? Je voudrais simplement appeler votre attention sur l'importance de la mobilisation pour cette primaire. Les sondages, les uns après les autres, nous indiquent qu'Alain Juppé est largement en tête. Mais le danger pour nous, c'est d'être applaudi sur la route du bureau de vote par des gens qui n'iraient pas voter. Mes chers amis, le soutenir, c'est le servir. Merci. J'ai senti que ça nous échappait, je dirais, dans les tout derniers jours, c'est-à-dire quand c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. Il ne voit pas le coup venir, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les attaques qu'on porte, le camp Sarkozy contre Juppé, vont finir par peser, par porter au bénéfice de Fillon.
Alors, Roger nous parlait d'un sondage. Il dit quoi? J-4 avant la primaire. Le premier acte du dégagisme approche. Fillon 25. Sarko 25. Égalier. Juppé 30. Philippe 9. Allô? Chez les Républicains, le doute gagne maintenant toutes les écuries. La finale annoncée n'aura pas lieu. Ouais, c'est des instituts qui sont plus solides quand même. Bon, on verra. Hein. Dans les coulisses d'une réunion militante, un sarkozyste historique se prépare comme il peut à ce premier tremblement de terre. Fillon 54-46 au deuxième tour contre Juppé, 63-37 contre Sarko. Ça va lui donner des ailes, hein, même si... bon, mais je n'arrive pas à le voir passer le premier tour. Comment est-ce qu'il peut avoir pris 9 points en 8 jours? 9 points en 8 jours. Bon, bah, c'est ainsi pour allier Fillon. Un métier. Sincèrement. Et ils n'ont encore rien vu. Le premier tour de la primaire de la droite sera encore plus surprenant. Sarko serait out. Deuxième tour, Juppé-Fillon. C'est incroyable. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Cette remontée, elle est folle. Et donc je vais vous dire que sur 2913 bureaux de vote, qui rassemblent 690 000 votants, François Fillon. Ouais, 42,8 pour Juppé, pour Fillon, 26 Juppé, 24 Sarkozy. Et Fillon est à combien? C'est toute cette vieille droite catholique qui au final s'est réveillée et a voté en masse Fillon. Je pense que la manif pour tous a fait jouer ses réseaux à plein. L'ambiance, elle est pesante. On les sentait concentrés, tendus et fébriles. Les proches de Nicolas Sarkozy, eh bien, cette fébrilité a fini par céder la place à la déception. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. J'ai décidé de continuer le combat. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. Je sais que c'est perdu et donc pour moi le ressort s'est cassé ce soir-là alors qu'il y avait un deuxième tour à faire qui a été du coup pour moi incroyablement douloureux. Le soir de la défaite, je me dis qu'il ne fait pas bon être favori en ce moment dans la vie politique française. On lâche rien. On lâche rien. Ah voilà. Juin 1969. Début de la course des 24 heures du Mans. Jacques X part le dernier. Le dimanche à 16h, il franchit la ligne d'arrivée le premier. Les deux premières victimes du dégagisme s'appellent Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Prochain sur la liste, François Hollande. À la mi-novembre, la gauche est en plein doute. 6 semaines après sa démission du gouvernement, Emmanuel Macron défie désormais ouvertement le président de la République. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique qui empêche les majorités d'idées au motif qu'elles fragilisent les appareils, les partis traditionnels, les intérêts acquis. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. À ce moment-là, j'ai commencé à penser que la primaire pour le président de la République serait compliquée. Macron candidat, ce n'est pas le seul problème du président. Une guerre vient d'éclater au sommet de l'État. Le Premier ministre menace désormais de se présenter à la primaire, y compris contre François Hollande.
le 27 novembre, dans le JDD, l'interview du Premier ministre, Manuel Valls, laisse entendre qu'il sera candidat sans se préoccuper de la décision du président de la République. Là, vous dites que ça commence à se dérégler. Comme on dit, alors ça déconne total. Hein. Total. Ça, je me dis, ça va finir mal, cette affaire. Au siège du PS, le patron du parti compte les points. Est-ce que François Hollande vous a dit un jour, personnellement, qu'il participera à la primaire? J'ai répondu ce matin sur Europe 1 à cette question. Il me l'a dit personnellement. Il a changé d'avis? À ma connaissance. Il y a beaucoup de désordre dans la gauche. Il y a beaucoup de fragmentation. Il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de personnalités. Et moi, je lance un appel aux électeurs de gauche de venir aux primaires pour mettre un peu d'ordre dans l'ensemble de la gauche, de nous aider à mettre un peu d'ordre. Mais Hollande peut-il vraiment être à nouveau candidat? Pas simple pour le président le plus impopulaire de la Ve République. Ses déplacements sont de plus en plus compliqués, comme ce jour où il vient défendre son bilan dans le dossier des hauts-fourneaux de Florange. Cette fois, c'est le chef de l'État qui est ici, en Moselle. À chaque fois qu'ils viendront dans le département, on sera présent. Simplement, moi, mon travail, c'est de m'assurer que vous n'alliez pas sur la route. Voilà. Non, mais vous n'arrêtiez pas le cortège. On n'arrêtera pas le cortège. Voilà, non mais comprenez, voilà. Ma simple mission à moi, c'est pas que vous arrêtiez le cortège. D'accord? Il y a 4 ans, il est venu Hollande. Il a mangé une merguez. Cette année, il vient plus. Hein. On l'attend. La variable d'ajustement, c'est toujours les salariés qui font la richesse de ce pays. Il y en a ras le sac, quoi. Et c'est un gouvernement qui se dit socialiste, mais vivement la fin, quoi. Franchement, foutez-moi le camp, quoi. Cette conviction, je l'ai eue très tôt, que le président était définitivement incompris, mésestimé, et qu'il n'avait aucune chance de se succéder à lui-même. Et j'espérais secrètement qu'il en ait la douloureuse et courageuse lucidité. Hollande s'exprimera en direct à 20h. Personne n'était au courant. Curieux que cette annonce qui arrive un peu précipitamment, en tout cas personne n'était prévenu. Cette intervention n'était pas prévue, le secret avait été bien gardé. François Hollande s'exprimera depuis l'Élysée, voilà, ça nous prend un peu de court. Je suis à côté de Pierre Moscovici qui est là. Et il me dit, tu as vu? Mais il va sans doute annoncer sa décision. Alors, dans notre tête, comme ça bavarde un peu, s'il est candidat, s'il était candidat, il ne l'annoncerait pas de l'Élysée. Bon. J'atterris à Prague, où je suis au congrès du Parti socialiste européen, et on me dit que le président de la République veut me joindre d'urgence. Et j'ai compris. Quand François Hollande commence à parler, moi je me dis en fait il va annoncer qu'il est candidat. Mes chers compatriotes. Jeudi 1er décembre 2016. Une date que les militants socialistes n'oublieront jamais. Mes chers compatriotes. À 20h, les paris sont lancés. Pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Depuis mai 2012, c'est-à-dire la date à partir de laquelle je suis devenu président de la République, j'ai agi avec les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls pour redresser la France et la rendre plus juste. Sur tous ces sujets, je n'ai qu'un seul regret, et je veux ici l'exprimer. C'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité, parce que je pensais qu'elle pouvait nous unir alors qu'elle nous a divisés. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé. Vive la République et vive la France. Lui, il revient dans son bureau et il dit les primaires, c'est une grosse erreur. Il considérait qu'une défaite ou un faible score d'un président sortant dans une primaire, c'était pas possible. Le pays est une mer agitée avec des vagues, il y a des choses qui... C'est l'instabilité complète.
On se dit, mais là, plus que jamais, ça valide la crise, de toute manière, du Parti socialiste. Du courage, maintenant, ça veut dire qu'il faut un candidat. Oui, ça veut dire que ça laisse... voilà, ça laisse la place à d'autres, effectivement. Pour nous, Valls, c'était effectivement un mec de droite, entre guillemets. Enfin voilà, bon, ce qui est peut-être pas le cas, mais c'était l'image qu'on en avait. Oui, j'ai pas envie de voter pour le Valls, d'accord, parce que c'est pas l'image pour moi de la gauche. Mais j'ai pas non plus envie de voter pour un Montebourg quand j'entends ce soir les inepties qu'il dit. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'interpelle. Alors pour qui? Bah, question est ouverte, les camarades là. Les militants, les responsables sont un peu dans l'interrogation. Que va-t-il se passer maintenant? Qui va être candidat? Très rapidement, Manuel Valls va déclarer sa candidature. Hollande dégagé, à qui le tour? 4 jours après le renoncement du président, Manuel Valls entre en scène. J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. La primaire de la gauche est lancée à Paris, mais pendant ce temps-là, à New York, Emmanuel Macron trace sa route, loin des guerres d'appareils. Former Prime Minister Manuel Valls just announced his candidacy as candidate for the presidency of the Republic. How do you consider this candidacy? I'm not a member of the Socialist Party, and as you probably noted, I launched a new movement en marche, precisely not to be trapped by the current political organization. Ce soir-là, à New York, l'ovni de cette présidentielle a rendez-vous avec des Français de tous bords. D'habitude, vous votez à gauche, en général? Non, pas du tout. Mais pour lui, vous pourriez? Ouais. Non, moi je vote à droite. Ouais. J'ai voté aux primaires de la droite, mais son personnage m'intéresse, son parcours. Et donc c'est uniquement pour en savoir davantage. Bon, merci beaucoup d'être là, pardon de vous avoir fait attendre. J'ai été un moment dans le secteur privé, très loin des affaires politiques dont je m'occupe aujourd'hui. Il y a une chose qui me manquait, il y a une chose que je ne pouvais pas accepter. C'était de voir mon pays face à ses paradoxes ou à ses blocages, et de dire toute la journée, c'est fichu, ça vaut pas la peine de s'en occuper, ça marchera pas. Emmanuel Macron, son projet, au fond, c'est un peu lui-même, quoi. C'est un peu sa personne, quoi. C'est je suis jeune, je vais changer les pratiques politiques, mais pas dans des grands discours, mais en vrai, je vais prendre des gens nouveaux, je vais aérer le système. Bon, quand vous avez dit tout ça... Pas de Macron, donc, à la primaire de la gauche. Ça y est, les jeunes. Mais un Montebourg convaincu que cette élection est faite pour lui. Ah, quelle journée! Vous allez me tuer. Cette primaire sera une campagne éclair. C'est fatigant les campagnes, mais c'est très sympa. Comme à droite, on croit déjà connaître les noms des finalistes. Ce sera Manuel Valls contre Arnaud Montebourg. Mesdames et messieurs, je m'adresse ici, comme je l'ai fait dans plusieurs villes de France, à la population lilloise. J'ai pris l'habitude de répondre directement aux questions de ceux qui participent à ce que j'appelle des stand-up. C'est un hommage à la chanson de Bob Marley. Stand-up. Oui, je vois, madame, vous êtes stand-up. Oui, vous êtes bien. Pour avoir une chance de l'emporter, Arnaud Montebourg fait lui aussi le pari du dégagisme. Avec cette fois dans le rôle du dégagé, Manuel Valls. Moi, j'ai pas encore décidé, mais bon. Voilà, Jean-Balance, Hamon, Montebourg, tout sauf V, voilà. Il faut que tu me donnes le moyen d'être au deuxième tour. Parce que si c'est Hamon, Valls, qui gagne? Encore raté. Un Premier ministre qui écrase forcément un candidat moins puissant que lui, le pronostic est tentant. Mais Arnaud Montebourg oublie que le monde a changé et qu'en 2017, les favoris sont en danger. Pour Manuel Valls, cette campagne est un long chemin de croix. Sa candidature à cette primaire n'était pas réellement préparée, en réalité. Il y a beaucoup d'électeurs qui ne venaient pas des rangs socialistes, qui venaient des rangs un peu gauche radicale, etc., pour chasser Valls. Bonsoir, monsieur. Manuel Valls. Oh non. C'est dimanche. Non. Vous allez aller voter? Non. Oui, Manuel Valls. Moi, je vote pour lui. C'est vrai? Je suis désespérée. Je suis totalement Pourquoi? Parce qu'il va perdre.
Je le trouve insupportable. C'est vrai, à quel niveau? Insupportable. Alors vous lui direz merde de ma part, s'il vous plaît. Ah, je dirais pas merde. Merde, ça veut dire bonne chance. Le programme d'Emmanuel Valls sur la primaire de la gauche. Non? Vous allez pas aller voter? Si. Pour Benoît Hamon. Bonne soirée quand même. À partir du moment où Manuel Valls, comme hier François Hollande, est amputé d'une partie de l'électorat de la gauche de gouvernement parce qu'elle est partie chez Emmanuel Macron, je dis à tout le monde, attention à Benoît Hamon. En ce mois de janvier 2017, c'est donc lui le François Fillon de la gauche. Benoît Hamon va gagner avec une proposition, le revenu universel, et une ambition, sortir du fantasme de l'homme providentiel. Il y a un de mes conseillers qui m'a dit « Bon, Benoît, il faut que tu fasses président. » Je lui ai dit « C'est quoi ça quoi, il me dit « Il faut que tu fasses président. » Les gens disent que tu ne fais pas assez président. Cette sorte de mythe de l'homme providentiel tous les 5 ans est devenu mais ridicule. Voyez ces experts qui guettent si Emmanuel Macron n'est pas peut-être l'homme providentiel. Bon, est-ce qu'il a été un ministre providentiel? Ça nous donne déjà une indication. Non mais... Je pense qu'il y a un intérêt à ce que la démocratie soit vivante et qu'en face de la droite totale que nous avons, de l'extrême droite qui menace, on ait une gauche résolue, compacte, claire, identifiable à la première oreille et au premier œil, qu'on ne doute pas que ce soit la gauche. Si on arrive à faire cela, je vous dis, tout est possible, y compris le meilleur. Je vous remercie. Le soir du premier tour de la primaire, au QG de campagne de Manuel Valls, les nouvelles ne sont pas bonnes. S'il ne sort pas en tête au premier tour, est-ce que c'est très difficile, voire impossible? Valls. Oui, je parle de Manuel Valls. Mais je peux pas faire le truc avant l'élection, les enfants. Je peux pas. Faut pas me demander pas des trucs que je peux pas faire. Je peux pas. Comme à droite, 2 mois plus tôt, on connaît le nom du vainqueur dès le premier tour. Dans l'ordre du score le plus élevé vers le score le moins élevé. En à peine 6 semaines, Benoît Hamon déjoue tous les pronostics. Je suis heureux d'avoir vu des amphithéâtres et des salles pleines, notamment, je le dis, de jeunes, beaucoup de jeunes. Tocqueville disait que dans toute génération nouvelle, il y a un peuple nouveau. Et bien ce peuple nouveau, il a décidé de ne pas être absent des décisions qui se prennent. L'énergie qui porte vainqueur Benoît Hamon, c'est une énergie profondément dégagiste. C'est la volonté de chasser Valls qui fait gagner Benoît Hamon. Hamon, il gagne parce qu'il est le moins connu des candidats. Manuel Valls, 4e victime de la vague dégagiste. Les 2 grands partis de gouvernement qui structurent la vie politique française depuis plus de 40 ans ont désormais leurs candidats. 2 outsiders sortis des primaires, 2 dégagistes, eux-mêmes bientôt dégagés. Il y a un rendez-vous cet après-midi-là entre Jean-Louis Borloo et François Fillon. Et puis, j'ai pas de nouvelles du rendez-vous. Et le soir, on se retrouve vers 17h, en fin d'après-midi, avec le candidat Fillon et les équipes de campagne pour faire la galette des rois des membres du QG de campagne. Et là, Jean-Louis Borloo m'appelle. Je peux pas trop lui parler. Je lui dis, ça s'est bien passé ton rendez-vous? Il me dit, non, très mal. Bon. Il me dit, mais je lui en veux pas parce qu'il y a le Canard enchaîné qui sort là ce soir, une histoire d'emploi fictif avec sa femme. Et puis à la fin de la galette des rois, je regarde mon téléphone portable, il y a 187 SMS. Ce 24 janvier 2017, la bombe du Canard enchaîné est sur le point de changer le cours de l'histoire. C'est le Canard enchaîné qui l'affirme dans son édition de demain. La femme de François Fillon a été payée comme attachée parlementaire de son mari. Et qu'elle aurait touché environ 600 000 € bruts au total. Bonjour. Bonjour. Ministère de l'Intérieur, DGGN. Elle a également été payée par la revue des Deux-Mondes qui appartient à un ami de François Fillon. Pardon, c'est pour qui? En marche. Le ministère des Finances. Ah oui. Alors là, c'est un peu complexe. Au siège du journal, les premiers exemplaires s'arrachent. C'est Matignon. Matignon, ouais. Dans quelques minutes, ils seront sur les bureaux des ministères et des QG des candidats. Je me dis, il faut gérer ça, il faut bien l'expliquer. Parce que je dis souvent, les affaires qui marquent les esprits, c'est celles que tout le monde peut comprendre. Là, en l'occurrence, tout le monde peut le comprendre, ce qui s'est passé. Je vois François Fillon 5 minutes, mais rien de très particulier, quoi. Il ne nous donne pas de consignes. Je me dis là, politiquement, ça va devenir compliqué, quoi. L'affaire Fillon vient d'exploser. Le grand favori de 2017 est fragilisé.
Les candidats qui défient l'ancien monde politique n'ont jamais été aussi proches du pouvoir. L'ironie de cette incroyable histoire, c'est que ces trois candidats, qui rêvent de dégager l'ancien monde politique, en sont tous issus. Marine Le Pen, héritière du parti fondé par son père, députée européenne, elle vit de la politique depuis près de 20 ans. Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre de Mitterrand, ancien sénateur socialiste, élu depuis plus de 40 ans. Et puis le dernier venu, Emmanuel Macron, énarque, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, ancien ministre de l'économie. Ces trois candidats du Nouveau Monde se retrouvent à Lyon le temps d'un week-end. La salle est pleine et vous êtes, me dit-on, 8000 personnes dehors. Vous pourrez dire, j'étais là. Tout cela n'allait pas de soi. Tout le monde nous disait que c'était fou et impossible. On nous disait que la vie politique allait continuer avec ses règles. On s'y était habitué. Non. Ne sifflez pas, jamais. On ne se rassemble pas sur des sifflets. Chez Macron, il y a de l'espérance, c'est important. Bon. Mais en même temps, j'ironise sur le fait qu'il a l'air un peu illuminé, qu'on le surnomme Macreux, parce que finalement, il n'y a rien derrière des grandes phrases, des grandes envolées lyriques, il n'y a pas grand-chose derrière. Mes amis, il nous reste 78 jours pour l'emporter. Il comprend qu'en repassant par les partis traditionnels, il se fera broyer et que l'énergie, elle est en dehors de tout ça. 78 jours, car notre temps est venu. Quand les partis ne donnent plus d'idées, n'imaginent plus rien, ne sont que des structures qui se survivent à elles-mêmes, alors il est évident qu'ils sont des astres morts. Notre volonté est en marche. Donc c'est le moment où on se dit que Macron peut prospérer un peu sur cet effondrement de la droite et de la gauche en étant la synthèse de la droite et de la gauche, mais on n'est pas du tout à Lyon dans la logique d'un affrontement de second tour. Tuer les vieux partis. C'est également l'ambition de Marine Le Pen, à Lyon elle aussi ce week-end-là. Depuis le début de la campagne, elle est restée très discrète, ce qui ne l'empêche pas d'être en tête du premier tour de la présidentielle dans la plupart des sondages, grâce à un discours nationaliste et social qui lamine les bilans des gouvernements de gauche et de droite. Certains en tirent comme conclusion brutale la fin de cette solidarité. Moins d'indemnisation en cas de chômage, moins d'hôpitaux, moins de santé, moins de protection, plus de travail, moins de revenus, moins de retraites, plus d'impôts, moins de services. Il n'en est pas question. Parce que la première mesure est de donner un travail à chaque Français, un travail rémunéré à sa juste valeur. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. À Lyon, ce même week-end de février, Jean-Luc Mélenchon prédit que le match se jouera entre eux. Entre les trois candidats qui défient les vieux partis de gouvernement. Vous avez eu dans la même ville les trois familles qui se partagent et se disputent l'adhésion des Français. Monsieur Fillon? Non. Il n'est pas à Lyon. J'en étais à Monsieur Macron parce qu'il incarne aussi une famille de pensée. Celle qui nous a fait si cruellement souffrir au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire le libéralisme, un monde où chacun pour soi, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Et puis vous avez aussi Madame Le Pen, avec son communautarisme arrosé d'un fort sirop de clanisme familial. Il y a un vieux monde qui s'effondre, il y a un neuf que nous, on essaie de faire émerger, et entre les deux naissent les monstres. Le Front National, c'est les monstres. Si on n'arrive pas à dénouer cette recherche du nouveau monde, cette énergie, cette volonté de changement, elle peut être captée par ceux qui apportent des réponses
xénophobe, fondamentalement anti-lumière, dans le sens contre l'idée d'égalité entre les citoyens, qui peut l'emporter. Mélenchon, Le Pen, Macron. La bataille entre les trois candidats du Nouveau Monde va se cristalliser dans une ville, Amiens, et une usine, Whirlpool. Délocalisée en Pologne, l'usine va fermer. Un lieu de campagne idéal pour des militants FN qui savent parler à ces femmes et ces hommes menacés de licenciement. Bonjour madame. Les propositions de Marine pour sauver Whirlpool. Bonne journée. Merci. Proposition pour Whirlpool. Merci. Bonne journée. Tenez madame. Bonne journée, on est avec vous. Ça aide de se déplacer, pas bien. Eh ben, elle a fait une vidéo pour vous. Hein. C'est pas bien. Vous la regardez, ça sera peut-être... Elle a tourné une vidéo juste pour vous. Cette situation n'est pas admissible. Elle est d'autant moins admissible que Whirlpool a touché plus de 40 millions d'euros de CICE directement sortis de la poche des Français. Elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Bah, bon courage en tout cas. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Elle a raison. Mais bon, dans tout ça, vraiment le fautif, c'est l'État depuis longtemps. On est bien d'accord. C'est les gouvernements. Bon courage madame. On est avec vous en tout cas. Okay. Aujourd'hui, on voit que c'est désormais un soutien massif des ouvriers à l'égard de Marine Le Pen. Et là aussi, c'est vérifié par les résultats des élections précédentes. Ça oscillait entre 40 et 55%. C'est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, les patriotes du Front National de la Somme sont sur le terrain à Whirlpool parce que ce site va bientôt fermer. C'est pour ça qu'on est ici sur le terrain, sur place à Amiens, pour aller leur témoigner notre soutien et leur montrer les propositions de Marine Le Pen au nom du peuple. Merci à tous. L'usine Whirlpool d'Amiens, symbole d'une Europe qui a oublié le social. En février 2017, cette affaire ne fait pas encore la une des journaux, mais Marine Le Pen et ses lieutenants sont déjà à la manœuvre. Qu'est-ce que t'en penses, Patricia? Soutien à Whirlpool écrit ici. Eh ben on fait ça. Banco. En février, Florian Philippot vient présenter sa nouvelle recrue. Pour les législatives, le FN a investi ici le comédien Franck de la Personne. Je suis très heureux de ça. Franck de la Personne. La détresse des hommes et des femmes se conjugue toujours avec le même mot, délocalisation. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche aux salariés de Whirlpool? C'est de fabriquer des sèche-linges pour un coût de production supérieur, écoutez bien, à 7,5% de ce que cela coûterait en Pologne. À ce tarif-là, c'est plus de la gestion, c'est plus de l'économie, c'est de la mesquinerie d'usurier, de la rapine de bas étage. Lorsque je serai député, je reviens ici avec le préfet et les huissiers et je fais poser des scellés sur toutes les machines pour les empêcher de quitter le sol français. Marine Le Pen n'est pas la seule à labourer cette terre ouvrière. On avait utilisé cette formule de dire fâché, mais pas facho. Il y a de quoi être fâché, mais pas facho. Mais si la seule chose qu'on a à répondre à ces gens en colère, en Picardie, c'est terrible, hein, chômage, mépris, ça peut se transformer en quelque chose qui termine mal. À Amiens, Jean-Luc Mélenchon est représenté par une figure locale, devenue icône nationale de la gauche. François Ruffin, César du meilleur documentaire pour Merci Patron, un film coup de poing sur la désindustrialisation de sa région. Projection de Merci Patron vendredi, on vous sert l'apéro et derrière on peut avoir un débat sur comment on vous aide à gratter le moins pire plan social. Pas le meilleur mais le moins pire. Voilà. Comment on peut lutter ensemble. Là ça travaille quoi normalement là. Ouais. Sur abruti. Tu veux dire qu'il faut faire grève? Ah oui. Viens avec ça comme idée vendredi et puis on essaye de décanter la situation. À vendredi. L'insoumis François Ruffin rêve d'une grève qui ferait la une des JT et obligerait les candidats à sortir du bois. La légitimité, elle est dans votre camp. L'agression, elle est de l'autre côté. Tout le monde le sait. Ce qu'on se demande, c'est comment ça se fait que vous ne bougez pas plus. Enfin, voilà. Est-ce que, je veux dire, les raisonnements, la docilité va... C'est comme si vous alliez être récompensé pour votre docilité, mais vous avez vu la récompense que vous en avez tirée? Il faudra bouger notre cul, les gars. Le jour où on aura peut-être moins peur de perdre ceci, on arrête définitivement. Point barre. Non, si tu t'arrêtes,
C'est pas payé, Christophe. Que là, si on produit plus, ils vont nous mettre dehors, ils vont nous dire vous êtes en grève. Nous, on nous menace de nous faire venir des huissiers si on arrête. Les plus virulents, ils n'étaient pas là. Voilà. Les virulents qui sont prêts à arrêter une demi-heure tous les heures, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas présents. Eux sont restés dans l'entreprise. Là, on est cons, là. On n'est pas cons. Mais si, mais pourquoi qu'on est négatif? Est-ce que toi, tu penses que faire cet arrêt, qu'il y a un temps pour discuter à midi, où on mange un coup et puis tout ça, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Tout à fait, c'est bien. Il faut que vous arriviez à mettre de la joie dans cette lutte. Si jamais on ne remet pas dans un esprit comme ça, qui est un esprit de on va y aller ensemble et on va arracher quelque chose ensemble, mais juste on se bouffe la gueule entre nous et tout ça, c'est cuit, quoi. À Amiens, pendant que les militants lepénistes et mélenchonistes parlent aux ouvriers de Whirlpool, les partisans d'En Marche restent à distance. Bonjour monsieur, je peux vous proposer le programme d'Emmanuel Macron, vous le connaissez un peu? Bonne journée. Il y a quand même là un espoir incarné en Emmanuel Macron pour moi, pour les entrepreneurs, c'est important. Il sera plus concret qu'il l'était quand je l'ai vu à la télévision. Je pense que déjà, il y a de l'espoir. C'est un mouvement jeune, justement. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de dynamisme dans le mouvement. La ligne d'Emmanuel Macron, aucune promesse démagogique aux ouvriers. Ces cadres locaux tentent d'assurer le service après-vente. Là, ce soir, je pense aux gens de Whirlpool. Je pense qu'on ne peut pas faire une réunion sans parler des gens de Whirlpool, par exemple, en ce moment. Ils sont menacés de perdre leur emploi, 300 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser le sujet, Whirlpool, on va laisser ça à des gens qui vont instrumentaliser le sujet, par exemple. On connaît l'expérience sur Amiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Goodyear? On a eu des syndicalistes et des juristes qui sont venus faire une véritable guérilla. Le résultat sur les Goodyear, ça a été quoi? C'était qu'en fait, pour les ouvriers de Goodyear, de retrouver du travail derrière, c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écrit sur leur front, Goodyear, syndicalistes guerrilleros. Dans 3 mois, le duel du second tour de la présidentielle se jouera ici, à Amiens, autour du sort des ouvriers de Whirlpool. Mais pour le moment, c'est un autre feuilleton qui emporte tout. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté? Moi? Oui. Personnellement? Oui. Non. Non. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc ces costumes, je les ai rendus. Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. C'est un scandale d'État. Les vieilles pratiques vont accélérer la chute de l'ancien monde. Le grand favori de la présidentielle sera-t-il le prochain sur la liste des dégagés? À l'entrée des meetings de François Fillon, l'ambiance est tendue. Moi, je m'appelle pas Fillon, hein. Oui, bah t'es avec lui. Non, remboursé. Non. Ça, c'est une vraie démocratie, c'est bien. Le canard enchaîné, je trouve qu'il ne joue pas le jeu de le faire aussi peu de temps avant les élections. Ah, je crois que c'est à la ficelle, elle est vraiment très grosse. Hein. On commence à vous connaître, les journalistes de BFM. Vous entendez ce que vous voulez. Vous entendez ce que vous voulez. Il n'y a que des gens heureux avec vous, que des socialistes, toujours les mêmes. Alors ici, nous on est heureux. Oh, du cul, va. Pour sauver sa peau, François Fillon parie sur un autre dégagisme, celui du système médiatique. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? C'est à vous de répondre, et pas au tribunal médiatique. J'ai pas toujours été à l'aise avec cette campagne, non. Qu'est-ce qui a pu vous déranger? Ce qui a pu me déranger par moments, c'est une dialectique où on oppose à nouveau les Français les uns contre les autres,
où on stigmatise l'institution judiciaire ou l'institution médiatique, à supposer qu'elle existe, pour créer un clivage qui, à mon sens, n'existe pas et qui, surtout, sera un handicap pour un président élu. Faites entendre votre voix, parce que votre voix compte. Levez-vous, soyez vaillants, soyez libres. Vive la République et vive la France. François Fillon ne lâche rien, mais sur le terrain, le doute s'empare des militants. Les députés qui nous disent on ne peut plus faire campagne. Ce week-end, on a dit à nos équipes de rester à la maison parce qu'ils se font trop engueuler sur les marchés. Oui, on a eu ça, on a eu ça. Même sur les terres de droite, comme ici dans le Gard, les tractages sont de plus en plus difficiles. Bonjour madame, je peux vous laisser un tract pour François Fillon? Non. Bonne journée. Vous voulez pas au moins lire ses propositions? Non, même à la tête, ça me suffit. Bonne journée. Merci. On en aura d'autres après. On le lira, mais... Lisez-le, monsieur. Oui, mais écoutez, c'est bon. Lui, il est rayé pour de bon, lui. Et c'est dommage parce que c'est sur ce côté-là qu'allait mon cœur. Et je votais toujours là. Du coup, non. C'est dommage que les militants ne lui demandent pas de s'en aller. Il y a une justice, madame, et la justice... Ne vous piquez pas dans les caisses de l'État, je regrette. Mais non, il n'a pas piqué dans les caisses de l'État. On lui a donné. Ça, c'est inexcusable. Inexcusable, et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour son parti, et moi, je ne pardonnerai jamais. Les costumes. L'affaire qui a fait le plus de mal, c'est les costumes. Là, un costume à 6 000 euros, 6 000 euros, c'est 5 SMIC et demi. Ça parle. C'est un référent en matière financière qui parle à chaque Français. La justice avance et la campagne de François Fillon s'enlise. Elle a même failli s'arrêter net. Début mars, le candidat est attendu par des dizaines de journalistes pour la traditionnelle visite du Salon de l'Agriculture. La visite de François Fillon est reportée. Visite de François Fillon reportée. Personne ne sait ce qui se passe. On sait juste que ça va pas du tout et qu'il a annulé le salon de l'agriculture sans prévenir personne. Monsieur Bussereau, pourquoi cette visite est annulée? Mais je n'en sais rien, monsieur. Je sors de ma voiture et je ne sais rien. Vous savez pourquoi c'est annulé, monsieur Mais j'ai aucune... Non, je viens d'arriver. On vous a pas prévenu? Non. Ce coup de théâtre, ce report de cette visite ce matin ici au Salon de l'Agriculture est un coup de tonnerre dans cette campagne décidément hors du commun. À moins de 2 mois du premier tour, c'est la panique au QG de campagne des Républicains. Ça devient une ruche, ce QG de campagne. Il y a plein de gens qui sont appelés. On voit des gens d'ailleurs de Sens commun qui viennent, qu'on voit jamais. Il y a Charles Millon qui est dans les couloirs. Il y a beaucoup de monde. Et puis il y en a plusieurs qui disent voilà, on ne peut pas continuer à faire campagne. Quand François Fillon se présente devant la presse, personne ne sait ce qui vient de se passer en coulisses. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. En quelques jours, François Fillon va perdre la moitié de son équipe de campagne. Dans ma décision de quitter la campagne, il y avait une dimension politique, parce que j'estimais que François Fillon était affaibli. Il avait dit que mis en examen, il arrêterait. Il était mis en examen, il n'arrête pas. Et j'estimais que dans la période que l'on vit, c'était une contradiction qui forcément portait en elle le germe d'un désaveu puissant. Est-ce que si tout le monde avait fait corps à ce moment-là, on aurait gagné? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas facile de faire le marathon avec une jambe de bois. Voilà. L'épilogue de cette semaine folle va se jouer place du Trocadéro quelques jours plus tard. Lâché par une partie des Républicains, François Fillon fait le pari d'une victoire avec ou sans son parti. Il demande aux militants de Sens commun, la branche politique de la Manif pour tous, d'organiser ce gigantesque rassemblement. Mes chers compatriotes, ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Vous êtes la France des paysans, la France des cathédrales,
La France des châteaux et des sans-culottes. Magnifique, magnifique. Les autres ont retourné le fusil contre le parti. C'est scandaleux, c'est honteux. Contre la patrie, c'est des lâches. On le soutient vraiment, il ne faut surtout pas qu'il lâche. On ne croit pas à la propagande. Tous ces types qui le lâchent en plein. Ils font rien du tout, des idiots. Enfin bon, allez, continuez, bravo. Je m'inquiète de cela, moi. Et j'ai vu au Trocadéro un électorat qui se radicalisait. Et s'il y avait au second tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen et qu'on n'était pas nous-mêmes au second tour, ils voteront pour qui, ces électeurs? Sur le terrain, loin de Paris, les candidats du Nouveau Monde avancent leur pion, en misant sur ces électeurs dégoûtés par les promesses oubliées de l'Ancien Monde. Plutôt que par des technocrates de Bruxelles qui, à mon avis, n'ont jamais vu une truie à moins de 100 km. Ce jour-là, en Bretagne, Marine Le Pen est venue écouter les agriculteurs. Bonjour, merci de nous accueillir. Je suis enchanté. On a un gros problème, comme on va voir ce soir chez notre producteur. On a des suicides énormes en agriculture. Là, c'est 1 par semaine. Et ça, c'est inadmissible. On n'en est pas soutenu par notre gouvernement. C'est pour ça qu'on a besoin d'être soutenu par votre futur gouvernement. Dans les années 80-90, le Front National obtenait de bons résultats en zone urbaine et souvent des résultats beaucoup plus modestes, voire très faibles, en zone rurale. Aujourd'hui, c'est aussi là où le désengagement de l'État est le plus criant. Et Marine Le Pen, depuis plusieurs années, s'est adressée à cette France des oubliés, a souligné qu'il y avait des territoires entiers qui étaient abandonnés. Et voilà, donc quand elle était dans ces petits villages de Bretagne, elle a reçu un accueil absolument exceptionnel. En 2017, Marine Le Pen tient meeting à la ferme, au milieu des bottes de foin. Et ici comme ailleurs, l'humeur est au dégagisme. On recule encore ici, s'il vous plaît. Et que pouvons-nous espérer de ceux qui ont tant déçu, tant trahi leurs promesses? De ceux qui aujourd'hui même se défaussent de tout bilan. C'est pas eux, c'est personne. N'oubliez pas que jamais rien ne pourra changer en remettant ceux qui ont si lourdement échoué hier au pouvoir. Pourquoi ferait-il demain ce qu'ils n'ont ni voulu ni pu faire hier? J'ai cette détermination et cet amour de mon pays et de mon peuple. Mais j'ai besoin de votre soutien, à toutes et à tous. Qu'est-ce que nous disent les gens? Ils nous disent on a testé la gauche, on a testé la droite, bah maintenant on va tester l'extrême droite. Ou même peut-être l'extrême gauche. À un mois du premier tour, la gauche radicale a en effet, elle aussi, des raisons d'y croire. Dimanche 18 mars, place de la République à Paris. L'homme qui a imposé le thème du dégagisme dans cette présidentielle organise le plus grand rassemblement de cette campagne, tous candidats confondus. Le candidat des Insoumis a le sourire. Il faut dire qu'il s'apprête à doubler Benoît Hamon dans les sondages. C'est un grand succès, plus que la dernière fois. On va attendre d'avoir une vision panoramique dans les balcons là-bas, mais c'est plus qu'il y a 5 ans. Nous sommes 130 000 personnes. Je savais que vous seriez là. Quand il s'agit de la place de la République, il est habillé en ouvrier du 19e siècle. Il donne une image, quoi. Et la gauche, qui est un peu fâchée quand même avec le quinquennat de Hollande, qui ne comprend pas très bien ce que fabrique Hamon, qui n'est pas forcément emballé par Macron, va vers lui, quoi. Hein, il est là. C'est à certains moments, d'ailleurs, il est à l'extérieur de ses meetings. On dirait que c'est Zola qui fait un meeting. Les gens, écoutez. C'est maintenant qu'il faut montrer ce que vaut le peuple souverain.
Il faut que les bulletins de vote donnent le coup de balai qui les fasse, tous sans exception, dégager. Il a constamment oscillé entre son histoire, qu'il rattache à la gauche, et son intuition, où on va tous les dégager, tous pourris. Hein, et on dégage tout ça, toutes les représentations politiques, qui fait de lui, on va dire, le glaive du peuple contre ceux qui l'oppressent. Alors, beau succès, énorme succès. Très très impressionnant, parce que quand on marchait, tu vois, j'en regardais un peu quand même les gens, et à l'arrivée, il y en avait davantage massés sur les bords, ils y sont restés. Hein. Et cette bigarrure des visages, des générations, ça m'a... Là, on démarre bien la campagne. Ça fait drôle de dire on démarre quand on a déjà 1 an et 1 mois dans les bottes, hein. Mais le 18 mars, on sait que c'est le hasard, c'est pas qu'un hasard, mais c'est le lendemain du dépôt des candidatures, la campagne démarre. À ce moment-là, on voit que l'électorat socialiste commence à échapper à Hamon. Il s'échappe, donc il a eu le choix entre 2 votes utiles, finalement. S'il veut radicaliser son vote pour l'avenir, eh ben, il a Mélenchon sous la main. S'il veut qu'il y ait un accès au second tour pour battre Marine Le Pen, alors il y a Macron. À 2 semaines du premier tour, Emmanuel Macron est en tête. En campagne en Corse ce week-end-là, il doit encore rassurer des Français qui hésitent à confier les clés de l'Élysée à un homme de 39 ans. Oh, toi le Pizzotto, toi qui débarques sur notre île. Oh, toi le Pizzotto, toi qui arrives des grandes villes et prétends tout savoir et tout connaître en rien de temps en te disant dans un sourire, c'est tellement petit pourtant. Sais-tu que la Corse, ce n'est pas seulement Porto, les bons et les plages de Calvi ou bien de Cisco. Un tiers de ses électeurs ne sont toujours pas sûrs de voter pour lui. Emmanuel Macron sait que le match sera compliqué jusqu'au bout. Ce chemin d'avenir, ça n'est pas une autoroute. Non, c'est plutôt un sentier de maquis. Il est difficultueux, il est compliqué, on n'en voit pas toujours le bout. Mais c'est celui-là que je vous propose de parcourir ensemble. Ce chemin difficultueux, les militants macronistes le parcourent depuis 1 an. La camionnette d'En Marche s'arrête dans le département du Doubs, à la conquête de cette France rurale, pas franchement acquise à leur champion. Vous pensez quoi de M. Macron? Moi, je suis plutôt de droite. Alors, c'est vrai que Fillon nous a un petit peu plantés, on va dire. Pour l'instant, on est un petit peu dans une grande incertitude. Hein. Et c'est vrai qu'au départ, on ne voulait pas voter à gauche. Parce que, bon, voilà... Mais M. Macron n'est pas à gauche, c'est justement... Voilà, c'est ça. C'est un programme moi, je me demande nouveau. s'il n'est pas un peu piloté par François Hollande, non. quand même, quelque part. C'est un programme de bon sens, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient... Avant même le scandale de Fillon, il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de droite, qui se sont rapprochés de M. Macron, et inversement. D'un côté, je vous admire et je trouve touchant votre enthousiasme. Parce qu'en même temps, il y a un idéal, il y a un soutien, et c'est magnifique, ça. Mais... Si vous voulez, je ne peux pas le partager parce qu'on a été trahis depuis 40 ans. L'Europe de Macron, c'est l'Europe de Merkel, ça continue, pareil, quoi. Il n'y en a que 2 qui pouvaient nous sortir du c'est Mélenchon et puis Marine Le Pen. Faut comprendre aussi qu'il y a des gens, ils en ont marre de la politique, en fait. Je vous crois, mais si vous voulez du changement, le seul qui propose, c'est Emmanuel Macron. Je laisse le choix aux gens. Voilà. Les abstentionnistes, les indécis, Emmanuel Macron doit tous les convaincre ce soir d'avril sur France 2. Allez. Invité de l'émission politique, il a 2 heures
pour prouver qu'il a un programme. 2 heures pour démontrer qu'il n'est pas le candidat du vide. T'es bon? Ce jour de l'émission politique est pour moi un des rares jours où j'étais un peu stressé. La rupture ou l'arrangement, la demi-mesure ou la marche en avant, le libéral ou le socialiste. Qu'est-ce que je fais alors? C'est le moment de la clarification. Voici l'émission politique avec Emmanuel. Le camp Macron est inquiet. Qui est l'invité mystère qui viendra défier le candidat? Avec quelques collègues, on y avait réfléchi. Certains pensaient que ça aurait pu être Alain Finkielkraut ou Zemmour. C'est finalement le sort des ouvriers de Whirlpool à Amiens qui s'invitent en prime time ce soir-là. Il aime bien citer qu'il vient d'Amiens, ça fait populaire quand on vient d'Amiens. Mais je voudrais lui offrir une carte d'Amiens parce qu'apparemment il ne connaît pas tous les coins d'Amiens et je voudrais lui indiquer où se trouve l'usine Whirlpool. Des fois qu'il ait l'idée d'y venir un jour, quoi. Et il a été l'une des figures du mouvement Nuit debout, journaliste, fondateur du journal Fakir, auteur du documentaire Merci Patron, qui a obtenu un César. Il s'agit de François Ruffin. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir Monsieur Macron. Soyez le bienvenu. Avec François Ruffin, on a un point commun, c'est que nous sommes nés à Amiens, on a été élevés à Amiens, on a même été dans le même lycée, on n'était pas dans la même classe, donc... Voilà, chez les jésuites. Comme quoi, ça mène à tout. Le cadre est posé. Ça nous fait donc un point commun. Ça mène à tout. Et on en restera là. Donc il y a 2 mois, l'usine Whirlpool fermée. Vous n'êtes pas venu sur le site. Je vous en ai pas entendu parler dans aucun des débats télé. Je considère qu'une campagne présidentielle, c'est pas pour faire des propos d'estrade avec des promesses qu'on ne sait pas tenir. C'est trop facile. Parce que je vais faire quoi? Je vais aller sur un camion et je vais aller dire avec moi ça fermera pas. Et on sait que c'est pas vrai. De toute façon, je souhaiterais qu'il aille s'en expliquer auprès des salariés de Whirlpool et qu'ils voient si eux, ça les satisfait. Je les verrai sans les caméras. Vous savez, moi, j'ai le droit à 10 minutes de 30 paroles. Emmanuel Macron reste sur sa ligne, social-libérale, et convainc les Français ce soir-là. Emmanuel Macron ferait-il un bon président de la République? C'est important à 17 jours du vote. C'est oui pour 51% des Français ayant regardé l'émission. Comparaison assez simple, hein. Marine Le Pen 38%, Benoît Hamon 37%, Jean-Luc Mélenchon 36%, François Fillon 33%. J'ai été la bulle, le traître, maintenant je suis l'héritier, on m'a tout fait. Jusqu'au bout, on continuera à attaquer. Donc moi, jusqu'au bout, je mettrai toute mon énergie à convaincre, à convaincre, à convaincre, à proposer pour demain faire. C'est la seule chose qui m'intéresse. Merci Emmanuel Macron, merci à vous, bonsoir. Emmanuel Macron marque des points, mais à 15 jours du premier tour, l'incertitude est totale. Après une année de campagne complètement folle, c'est bientôt l'heure du verdict. Des sondages qui mettent Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon dans la marge d'erreur, c'est-à-dire tous qualifiables. Meeting en série, déplacement, émission, les candidats vont évidemment jeter toute leur force dans cette dernière bataille. C'est là que vous aviez envie d'être à 10 jours du premier tour. Vous pouvez nous donner un peu votre état d'esprit avec les sondages qui se resserrent un petit peu, Jean-Luc Mélenchon qui monte. Tout ça, ce sont les aléas, les vicissitudes du quotidien. On s'élève, vous allez voir. Bon les amis, à la victoire. Macron, en panne dans les sondages, est à l'offensive contre François Fillon parce que c'est Fillon le vrai danger, explique un de ses proches. Mais François Fillon, vous savez, est convaincu qu'il y a un vote caché. Un vote caché derrière ces sondages qui ne sont que des échantillons. Donc là, on n'a plus que 2 points d'écart. C'est ce qui est marge d'erreur, en fait. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais 2 sondeurs et ils disent que l'électorat Sarko, premier tour 2012, dont certains étaient partis chez Le Pen, sont en train de revenir. Plus préoccupant pour elle, elle régresse au sein de son propre électorat, moins 6,5% chez ses électeurs de 2012. What it means for Marine Le Pen is that in these last few days of campaigning, she has to grasp every possible vote because the result will be decided in just maybe a handful, a few thousand, tens of thousands of votes across the country. Un second tour Le Pen-Mélenchon, un duel Fillon-Macron ou Macron-Mélenchon, tout est ouvert. L'une des clés est entre les mains des indécis. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qu'on a fait,
ne peut ne rien peser si on ne va pas au bout de la logique, qu'on ne va pas convaincre, qu'on n'est pas les plus dynamiques sur le terrain, qu'on n'est pas... Il y a vraiment là une bataille terrible à conduire pendant les 11 jours, il faut toute l'énergie. Donc je compte à fond sur vous jusqu'au premier tour, vraiment à fond, à fond, à fond. Nous allons gagner, mes amis, parce que nous sommes les seuls qui voulons réconcilier les Frances. Je vais vous faire une confidence. Nous allons gagner cette élection. On nous dit qu'on se rapproche de la qualification. Si le Front National arrivait au pouvoir, vous vous sentiriez responsable? Oui, chacun serait responsable. Un parti n'arrive pas au pouvoir sans que les citoyens ne l'aient choisi dans une démocratie. Et le premier d'entre eux, le chef de l'État, s'il n'avait pas averti, s'il n'avait pas prévenu, s'il n'avait pas agi, c'est aussi ma responsabilité jusqu'au bout, se sentirait le premier responsable de la venue d'un parti d'extrême droite en France au pouvoir. Quand je l'ai vu un peu avant le premier tour, je lui ai dit, écoute, dimanche prochain, donc 23 avril, nous aurons le même vote. Macron. Et il m'a dit à l'époque, ce sera mon vote, mais un vote de raison. Dimanche 23 avril 2017. L'ancien monde politique est dégagé. Le décompte, nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui parle à 23,7%. Voici les résultats de ce premier tour. Les deux qualifiés ont parié sur la chute des vieux partis. L'autre gagnant de la soirée aussi. Mon beau pays, ma belle patrie, et vous tous les gens, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer. L'ancien monde, lui, aura du mal à se relever de cette défaite historique. Pire score pour les socialistes depuis près de 50 ans. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Quant au grand parti de la droite, il est sorti dès le premier tour pour la première fois de son histoire. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Grosse journée. Il était en quel état? Un peu groggy. Un peu groggy, un peu sonné. Tu te rends compte, c'est vraiment le hold-up du siècle. Il va me pousser pour qu'il gagne. Hein? Il va falloir bien pousser pour qu'il gagne les présidentielles, pépère. Vous avez vu cette cata? À la victoire. À notre prochaine victoire. Madame la Présidente. Cinq mois après notre premier tournage à Amiens, le dénouement de cette incroyable présidentielle va se jouer sur le parking de l'usine Whirlpool. Marine Le Pen s'invite sur place au dernier moment, histoire de voler la vedette à Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Elle est là. C'est la moindre des choses. Très plaisir d'être là avec vous. Ben nous aussi. Et de venir vous apporter mon soutien. Bonjour monsieur. L'usine Whirlpool d'Amiens, théâtre d'une bataille qui oppose deux France,
de moins en moins réconciliables. Retrouvailles musclées entre Emmanuel Macron et l'insoumis François Ruffin. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien, et là vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. Vous ne pouvez pas venir leur dire que la mondialisation et que l'européanisation elle est bonne, alors qu'ici dans le coin, on s'est pris des coups depuis 30 ans, on se prend les coups dans la tronche. Interdire à une entreprise de fermer un site qu'elle a décidé de fermer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais non, mais il y en a du boulot, mais il est différent. Mais il y en a, monsieur. Mais il y en a. Et il est en train de se créer, il va continuer à se créer. Mais non, il y en a. Une flexibilité à outrance. Et malheureusement, si vous menez cette politique, dans 5 ans, on aura le Front National. Je termine. On aura le Front National et ce sera de votre faute, monsieur Macron. Les ouvriers en colère de Whirlpool, métaphore du défi qui attend le nouveau président. Réconcilier ces deux France. Nous sommes passés à 2 doigts d'un résultat qui aurait pu être fondamentalement différent, de mon point de vue beaucoup plus néfaste et beaucoup plus catastrophique pour la vie politique française. Si nous n'en tenons pas compte, le tsunami de la prochaine fois n'en sera que plus puissant. L'élément majeur de cette élection présidentielle, c'est que Marine Le Pen est au second tour. Et pour moi, la révolution dont on parle, c'est les 10 ans devant nous de lutte contre le nationalisme. Parce que ça ne fait que commencer. Emmanuel Macron a parié sur la mort des vieux partis politiques et il a gagné. Il devient, à 39 ans, le plus jeune président de la Ve République. Il a réussi son coup en étant dans le flou. Et que maintenant, son moment de vérité va commencer. Je fais le pari que dans 6 mois, son impopularité sera au même niveau que ce qu'a connu François Hollande dans les pires moments. Cette mer agitée qu'est la France ne se stabilisera pas avec un président aussi pétri de contradictions. Les Françaises et les Français ont fait confiance à un homme jeune, à un homme qui apporte des solutions nouvelles, inédites. Et donc il faut qu'elles se révèlent être les bonnes solutions. Sinon, le pire est à envisager. Donc l'obligation de réussir est impérieuse. Cette icône de la France qui gagne devra vite faire ses preuves. Et vite démontrer à des citoyens de plus en plus sceptiques que son nouveau monde est vraiment meilleur que l'ancien.